À l'automne 1888, à Londres dans le quartier de Whitechapel, dans une maison victorienne comme tant d'autres, une jeune femme restait immobile sur une chaise en velours. Ses lèvres étaient scellées. Non par choix, mais parce que parler signifiait révéler l'horreur que son mari avait méticuleusement orchestrée. Au cours des 18 mois suivants, il lui arracherait 17 de ses dents, sans anesthésie, sans nécessité médicale, juste pour la maintenir parfaite. Les manuels de mariage victoriens louaient l'épouse idéale, soumise, belle, silencieuse. Mais et si le silence n'était pas soumission? Et si c'était survie? L'Angleterre de 1888 opérait sous un ensemble de lois qui rendirent les femmes mariées légalement invisibles. La doctrine de la couverture établissait qu'en se mariant, une femme cessait d'exister en tant qu'entité juridique séparée. Sa propriété appartenait à son mari. Son corps appartenait à son mari. Même sa douleur appartenait à son mari. Si un médecin voulait administrer du chloroforme lors d'une procédure dentaire à une épouse, il avait besoin de l'autorisation du mari. Pas de la sienne, mais de la sienne. L'idéal victorien de l'ange du foyer n'était pas seulement une attente sociale. C'était une prison méticuleusement construite avec l'architecture de la loi, de la médecine et de la réputation. Une femme respectable devait avoir une peau de porcelaine, des traits délicats, une apparence contrôlée. Elle devait accepter l'autorité médicale de son mari sur son propre corps. Elle devait, par-dessus tout, sauver les apparences. Car le scandale était pire que la souffrance. Dans ce contexte de raffinement brutal, à un moment donné entre octobre et novembre 1888, Madame Catherine Mortimer, 23 ans, s'assit pour la première fois sur cette chaise aménagée que son mari, le docteur Edwin Mortimer, avait fait installer à l'étage de leur demeure de Cleveland Street. Edwin était un dentiste réputé, membre de la Société odontologique de Londres, spécialiste des extractions complexes. Ses patients louaient sa précision. Son épouse allait bientôt connaître cette précision de manière intime. La première extraction eut lieu un mardi. Catherine se souvenait du mardi parce que c'était le jour de congé de la femme de chambre. Edwin choisissait ses mardis avec soin, sans témoin, sans interruption. Juste le son du métal contre l'os, étouffé par les épais rideaux de velours qu'il insistait pour garder fermés. La dent était une incisive supérieure gauche, parfaitement saine. Mais Edwin avait décidé que son sourire était excessivement expressif. Les femmes convenables ne souriaient pas largement. Les femmes convenables ne montraient pas autant de dents. Il n'utilisa pas de chloroforme. Il dit que ce n'était pas nécessaire. Il dit que la douleur la rendrait plus consciente de la nécessité de contrôler ses expressions faciales. Il dit que c'était par amour, qu'il la modelait en l'épouse parfaite. Catherine mordit un morceau de cuir pendant la procédure. Ses cris furent discrets. Elle avait rapidement appris que crier fort entraînait de pires conséquences. Le schéma s'établit avec une précision métronomique. Toutes les 3 à 4 semaines, une autre extraction. Edwin tenait des registres méticuleux dans un carnet de cuir vert qu'il gardait enfermé dans son bureau. Date. Dents spécifiques. Technique utilisée. Temps de saignement. Il traitait la destruction systématique du sourire de son épouse avec la même diligence clinique qu'il appliquait à ses patients payants. Avec une différence critique, ses patients recevaient une anesthésie. Catherine développa des stratégies de survie. Elle apprit à anticiper les signes. Quand Edwin commençait à l'étudier pendant le dîner, mesurant son visage du regard, elle savait. Quand il mentionnait nonchalamment qu'elle avait ri inappropriément lors d'une visite sociale, elle savait. Quand il verrouillait la porte du cabinet improvisé à 8 heures du soir un mardi, elle savait définitivement. Elle tenta la conformité comme bouclier. Elle cessa de sourire complètement. Ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait directement. Elle gardait une expression neutre même lorsque la douleur des extractions précédentes pulsait encore dans ses gencives enflammées. Mais la conformité n'était pas une protection. C'était un carburant. Plus elle se conformait à ses attentes, plus Edwin affinait ses attentes. D'abord les incisives, puis les canines, finalement les prémolaires. L'isolement social fut construit avec une précision chirurgicale. Edwin annula progressivement les engagements sociaux de Catherine, expliquant à leurs amis qu'elle souffrait de nerfs fragiles. Il renvoya la plus ancienne femme de chambre, qui avait connu Catherine avant le mariage, la remplaçant par une nouvelle qui ne posait pas de questions. Il interceptait son courrier. Il contrôlait ses visites à sa famille, toujours présent, toujours observant. Les voisins entendirent des choses. Madame Blackwood, qui habitait la maison mitoyenne à côté, rapporterait plus tard à l'enquête que,
Les mardis soirs, vers 8 heures, il y avait des bruits de pleurs étouffés provenant de la demeure des Mortimer. Mais Madame Blackwood n'intervint pas. Il n'était pas approprié de s'immiscer dans les affaires privées d'un couple respectable. Monsieur Thompson, qui habitait de l'autre côté de la rue, mentionnerait que le docteur Mortimer était un homme extrêmement respectable, toujours courtois, toujours bien présenté. Le contraste entre le comportement public de Edwin et ses actes privés créait une dissonance cognitive. Les gens respectables ne torturaient pas leurs épouses. Par conséquent, tout bruit inquiétant devait avoir une explication raisonnable. La structure victorienne même de la sphère domestique privée offrait une couverture parfaite. Ce qui se passait au sein du foyer d'un homme était son affaire. La loi accordait au mari une autorité quasi absolue. Un mari pouvait légalement châtier une épouse désobéissante. Il pouvait contrôler son accès à l'argent, aux amis, voire à ses propres enfants. La violence domestique entraînait rarement une intervention légale, à moins qu'elle ne soit si extrême qu'elle menace visiblement et indéniablement la vie de la victime. Mais il y avait une couche de protection supplémentaire pour Edwin. Il était médecin. Son autorité sur le corps de Catherine n'était pas seulement maritale, elle était professionnelle. Si quelqu'un remettait en question les extractions, il pouvait facilement fabriquer une justification médicale. Maladie parodontale, risque d'infection, prévention de complications futures. Qui oserait remettre en question le jugement clinique d'un chirurgien dentiste respecté concernant sa propre épouse? Catherine n'avait aucun recours légal. Selon la loi victorienne, elle ne pouvait pas poursuivre son mari en justice. Elle ne pouvait pas réclamer des biens séparés. Elle ne pouvait pas demander le divorce sans prouver un adultère aggravé par la cruauté ou l'abandon. Et même dans ce cas, elle aurait eu besoin de ressources financières qu'elle ne possédait pas. S'enfuir signifierait une destitution complète. Les femmes qui abandonnaient leur mariage étaient des parias sociaux, souvent réduites à la prostitution ou aux asiles. Le système médical était complice de par sa conception. Lorsque Catherine réussit enfin à consulter un autre médecin, le docteur Herbert Grayson, lors d'une visite familiale en décembre 1889, et mentionna timidement un inconfort dentaire persistant, Grayson examina sa bouche et lui recommanda immédiatement de consulter son mari. « Le docteur Mortimer est un spécialiste exceptionnel, dit-il. Il gère certainement votre cas de manière appropriée. » Grayson vit les gencives enflammées. Il vit les espaces évidents où des dents saines avaient été. Mais l'idée qu'un mari respectable mutilait systématiquement son épouse ne correspondait pas à sa structure conceptuelle victorienne. Même la famille de Catherine était émotionnellement distante. Ses lettres à la maison devinrent de plus en plus rares. Edwin supervisait son écriture. Elle apprit à écrire en code émotionnel, des messages anodins qui ne révélaient rien. Edwin va bien. Je vais bien. Le temps est froid. Lorsqu'elle rendait visite à sa famille, toujours en présence d'Edwin, elle gardait les lèvres soigneusement closes. Sa mère remarqua qu'elle était devenue plus calme après le mariage. Elle l'interpréta comme de la maturité, comme un ajustement approprié au rôle d'épouse. L'horreur n'était pas seulement dans la douleur physique, elle résidait dans l'invisibilité systématique de cette douleur. Catherine existait dans une double réalité. Publiquement, épouse respectable d'un chirurgien dentiste réputé. Privément, objet d'une obsession dominatrice qui se manifestait par la mutilation médicale. Et le fossé entre ces réalités était l'endroit où son sens de soi se désintégrait lentement. En mars 1890, après 17 mois d'extraction régulière, Catherine avait perdu 17 dents. Son sourire était méconnaissable, sa capacité à manger était compromise. Sa parole développa un léger zézément. Mais Edwin semblait satisfait. Il l'appelait « ma création parfaite ». Il disait avoir supprimé la vulgarité de son expression, qu'elle était maintenant vraiment appropriée. Mais quelque chose était en train de changer. Catherine, dépossédée de presque tous les mécanismes externes d'action, commença à développer une forme de résistance différente. C'était subtil, presque invisible, mais c'était de la résistance quand même. Elle commença à mémoriser les détails, les dates exactes, les procédures spécifiques, les mots qu'Edwin utilisait. Elle n'avait personne à qui en parler. Pas encore. Mais une partie d'elle comprit que la documentation, même mentale, était une forme de contrôle. C'était un refus de laisser son expérience être complètement effacée. Le système victorien était trop parfait. Les barrières légales étaient trop complètes. L'isolement social était trop efficace. Et c'est précisément cette perfection sinistre qui le rendait vulnérable au seul élément qui pouvait le détruire, l'excès même d'Edwin.
Car les hommes comme Edwin Mortimer ne s'arrêtent pas, ils escaladent. Et l'escalade finit par produire des preuves impossibles à ignorer. La question qui hantait Catherine pendant ces mardis interminables était simple. Combien de temps cela allait-il durer? Quand Edwin s'arrêterait-il? Ou s'arrêterait-il seulement quand il n'y aurait plus de dents à retirer? Elle ne savait pas. Mais elle savait que quelque chose devait changer. Qu'elle ne pouvait pas maintenir cette existence indéfiniment. Qu'il y avait une limite à ce que le corps humain et la psyché humaine pouvaient absorber avant de s'effondrer complètement. Le mystère central n'était pas seulement de savoir comment Edwin Mortimer avait pu continuer si longtemps. C'était de savoir comment toute la société victorienne, avec toutes ses institutions soi-disant civilisées, sa moralité religieuse professée, ses lois élaborées, était devenue une complice active par son refus systématique de voir. L'invisibilité de Catherine n'était pas accidentelle. Elle était structurelle. Et tandis que l'hiver de 1890 se transformait en printemps, tandis qu'Edwin planifiait méticuleusement la prochaine extraction dans le carnet vert, tandis que Catherine était assise sur cette chaise en velours, contemplant une existence qui semblait sans issue visible, les événements se précipitaient vers le moment où le secret ne pourrait plus rester caché. Mais pour vraiment comprendre toute l'horreur, nous devons reconstruire la chronologie, minute par minute, de la première extraction au moment où le secret a finalement éclaté à la lumière publique indéniable. Les dossiers médicaux nous permettent de reconstituer une chronologie. Pas une chronologie ordinaire, mais une carte précise de l'horreur systématique. Chaque extraction documentée, chaque visite médicale enregistrée, chaque témoignage catalogué. Lorsque nous assemblons ces fragments, un schéma si méthodique émerge qu'il défie la compréhension humaine. Reconstituons ce qui s'est passé. Incident par incident, dent pour dent. Le premier incident documenté est survenu un mardi ordinaire. La victime était chez elle, effectuant des tâches ménagères routinières. Sans avertissement, sans préparation, sans chance de fuir. Il est simplement apparu avec les outils. Une pince d'extraction dentaire, conception industrielle, acier chirurgical, normalement utilisé par des professionnels formés dans des environnements stérilisés. Dans ses mains, elle est devenue un instrument de contrôle absolu, sans anesthésie, sans préparation médicale, sans aucun protocole de sécurité. La victime décrirait plus tard la sensation comme quelque chose arraché à la racine de mon existence. Pas seulement de la gencive, de l'âme même. Le son de la dent forcée contre la mâchoire, le claquement quand la racine cède, le goût métallique du sang inondant la bouche. Elle a tenté de résister. Les dossiers hospitaliers ultérieurs montrent des marques de contention au poignet, des hématomes défensifs sur les bras, signe physique d'une lutte désespérée contre l'inévitable. Il a justifié cela en disant que la dent était imparfaite, légèrement tordue, une caractéristique que lui seul pouvait percevoir. Une imperfection qui, selon sa logique distordue, devait être éliminée. Comme s'il rendait service. Comme s'il corrigeait une erreur de la nature. Ce qui a suivi fut pire que l'extraction elle-même. Aucun traitement post-opératoire, aucun antibiotique, aucune instruction de soins. Juste un ordre, n'en parle à personne. La menace implicite planant dans l'air comme une fumée toxique. La victime a passé 3 jours avec une douleur aiguë, un gonflement sévère et un risque réel d'infection. Seule. Isolée. Devant maintenir une apparence de normalité tandis que son corps hurlait d'agonie. Devant sourire aux voisins alors que du sang coagulé maculait encore ses gencives. Ce fut la première adaptation de survie. Apprendre à souffrir en silence. Mais ce n'était que le début. 6 semaines plus tard, il est revenu avec la pince. Cette fois, une autre dent de devant. Même vague justification d'imperfection. Même processus brutal. Même absence totale de soins médicaux. La victime savait maintenant à quoi s'attendre, ce qui, d'une certaine manière, rendait tout encore plus terrifiant. Connaître l'horreur qui approche ne la rend pas moins horrible. Cela ne fait que prolonger la souffrance. La fréquence a commencé à établir un schéma sinistre. Toutes les 6 à 8 semaines, il trouvait un nouveau défaut. Une nouvelle dent qui devait être retirée. La justification variait légèrement, mais l'essence restait la même. Il était le juge de la perfection, et elle était corrigée. Des dents de devant, il est passé aux molaires. Cette transition a marqué une escalade cruciale. Les molaires sont plus difficiles à extraire. Des racines plus profondes, une structure plus complexe, plus de force nécessaire, plus de douleur, beaucoup plus de douleur. La réponse de la victime a également évolué. Initialement, résistance physique, puis
supplication verbale. Finalement, une acceptation engourdie que les psychologues appelleraient dissociation traumatique. Pas une capitulation, mais une stratégie de survie. Séparer l'esprit du corps pendant le traumatisme. Se faire la morte émotionnellement. Laisser le corps présent tandis que l'esprit s'éloigne vers un endroit sûr et lointain. Un mécanisme de défense aussi ancien que l'humanité elle-même. Mais il a remarqué ce changement et a adapté ses méthodes de contrôle. Quand elle a cessé de résister physiquement, il a intensifié le contrôle psychologique. Des menaces plus explicites sur ce qui se passerait si quelqu'un savait. Un isolement plus rigoureux, réduisant son contact avec le monde extérieur. Un contrôle financier absolu, s'assurant qu'elle n'avait pas les ressources pour s'échapper. Chaque extraction n'était pas seulement physique, c'était un rituel de domination totale. Les effets ont commencé à s'accumuler de manière visible et invisible. Visible, la transformation physique de son apparence. Des sourires qui révélaient des lacunes croissantes. Des difficultés progressives à manger des aliments solides. Des altérations subtiles de la parole, certains sons devenant difficiles à prononcer correctement. Invisible. L'effondrement psychologique graduel. Des nuits sans sommeil, revivant chaque extraction dans des cauchemars vifs. Une hypervigilance constante, toujours attentive à ses humeurs, essayant d'anticiper la prochaine séance. Une honte profonde, intériorisant son récit qu'elle était imparfaite et méritait correction. Les complications médicales étaient inévitables et ignorées. Risque constant d'infection dans des cavités ouvertes sans traitement adéquat. Difficultés masticatoires entraînant des problèmes nutritionnels. Changement dans la structure faciale à mesure que plus de dents étaient perdues. Chaque extraction créant de nouveaux problèmes de santé qui ne seraient jamais traités. Il réagissait à ces changements avec une indifférence clinique, comme un sculpteur observant une œuvre en cours. Les transformations physiques ne généraient pas de compassion, seulement la satisfaction du contrôle exercé. L'isolement social s'est approfondi proportionnellement. Moins de visites familiales, moins de sorties publiques, plus d'excuses élaborées expliquant pourquoi elle ne pouvait pas assister à des événements sociaux. Je ne me sens pas bien. J'ai un terrible mal de tête. Peut-être la prochaine fois. Les voisins ont remarqué, bien sûr qu'ils ont remarqué. La femme qui saluait tout le monde dans la rue évitait désormais le contact visuel. La personne qui avait toujours un sourire chaleureux gardait maintenant la bouche fermée, les lèvres fermement pressées. Les changements étaient évidents pour tout observateur attentif. Mais personne n'a posé de questions. Personne n'a enquêté. Personne n'est intervenu. C'est l'un des aspects les plus troublants de cas comme celui-ci. Le silence complice de la communauté. Non par méchanceté, mais par malaise. Plus facile de croire que tout va bien que d'affronter la possibilité que quelque chose de terriblement grave se passe si près. La méconnaissance délibérée était devenue une forme de protection collective. Se protéger d'avoir à agir, d'avoir à affronter l'horreur qui se déroulait à quelques mètres de là. Intérieurement, la victime oscillait entre le désespoir et des moments de pensée rebelle. Désespoir lorsqu'elle contemplait que c'était son destin permanent, qu'il n'y avait pas d'issue, qu'elle était prise dans ce cycle jusqu'à ce qu'il ne reste plus de dents à extraire, ou que quelque chose de pire ne se produise. Mais aussi des moments de défi silencieux, des pensées qu'elle n'osait pas exprimer à voix haute, mais qu'elle maintenait vivantes dans un coin protégé de son esprit. Ce n'est pas juste. Je ne mérite pas cela. Un jour, d'une manière ou d'une autre, cela doit cesser. Ces pensées étaient sa bouée de sauvetage, de petites braises de résistance qu'elle protégeait soigneusement, sachant que si elle s'éteignait complètement, quelque chose d'essentiel en elle mourrait. Durant cette période, il y eut une tentative de communication secrète. Les registres historiques suggèrent qu'elle a essayé de se confier à une personne proche, une conversation chuchotée, une révélation partielle, une demande d'aide voilée. La réponse fut l'incrédulité. Vous exagérez certainement. Il ne ferait pas ça. Peut-être interprétez-vous mal ses intentions. Ce rejet fut dévastateur d'une manière que la violence physique ne pouvait atteindre. Il confirma ce qu'il disait toujours. Personne ne la croirait. Personne ne l'aiderait. Elle était seule. La tentative infructueuse de demander de l'aide renforça son contrôle sans qu'il n'ait rien à faire. La prison la plus efficace est celle que la victime elle-même maintient, convaincue que les portes sont verrouillées, même quand elles ne le sont pas. Les extractions continuèrent. 8 dents, 10 dents, 12 dents.
chaque nombre ne représentant pas seulement une dent perdue, mais une séance de torture, une violation de l'autonomie corporelle, une démonstration de pouvoir absolu sur un autre être humain. Le schéma était désormais complètement établi. Elle savait qu'il reviendrait. Il savait qu'elle ne résisterait pas. Tous deux pris dans une danse macabre de prédateurs et proies, bourreaux et victimes, contrôleurs et contrôlés. Mais les schémas, aussi fermement établis soient-ils, finissent par se briser. Quelque chose était sur le point de changer. Non par son choix. Pas exactement par son action, mais par un facteur externe qu'aucun des deux ne contrôlait complètement. Une consultation médicale de routine. Un examen physique standard. Un professionnel de la santé formé pour reconnaître les signes de traumatisme. Le médecin remarqua immédiatement. Les lacunes dentaires n'étaient pas des schémas normaux de perte dentaire. Ce n'étaient pas des caries. Ce n'étaient pas des maladies parodontales. C'étaient des extractions. Des extractions multiples sans aucun travail de restauration. Comment est-ce arrivé? La question directe qui transperça des années de silence forcé. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, la victime fut confrontée à un véritable choix. Garder le secret ou révéler la vérité. Protéger l'agresseur ou se protéger elle-même. Ce qui brisa finalement le silence ne fut pas un courage soudain. Ce fut une accumulation d'épuisement. Ce fut l'impossibilité de maintenir le mensonge une seconde de plus. Ce fut l'opportunité de transférer le poids terrible du secret à quelqu'un formé pour le porter. Les mots sortirent, hésitant au début, puis en torrent. Le médecin documenta tout, chaque détail, chaque date dont la victime pouvait se souvenir, chaque description du processus. La documentation médicale devint une preuve, le témoignage privé devint un registre officiel. Les autorités furent notifiées, les protocoles furent activés, des enquêtes furent ouvertes. Pour la première fois depuis le début de l'horreur, la victime n'était plus seule à porter ce fardeau. La machine de la justice, lente et imparfaite comme elle est, commença à se mettre en mouvement. La police arriva à la résidence. Des interrogatoires furent menés. Des médecins légistes furent appelés pour évaluer l'étendue des dommages physiques. Le rapport du médecin légiste utiliserait des mots soigneusement choisis mais sans équivoque. Barbare. Systématique. Sans précédent dans mon expérience professionnelle. Des photographies furent prises. Des radiographies furent effectuées. Les preuves physiques furent cataloguées avec une précision forensique. Mais même avec toutes les preuves physiques exposées, même avec le témoignage détaillé, même avec les dossiers médicaux documentant le schéma, une question demeurait suspendue dans l'air comme une fumée qui ne se dissipe pas. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Quelle motivation pourrait justifier une telle brutalité systématique? Quel esprit conçoit un plan de mutilation si méticuleux? Les réponses à ces questions révéleraient à quelque chose d'encore plus troublant que les actes eux-mêmes. Car la vraie nature de l'horreur ne réside pas seulement dans ce qui a été fait, mais dans la raison pour laquelle cela a été fait. Et cette vérité était sur le point d'émerger des interrogatoires, des évaluations psychologiques, des registres qu'il tenait lui-même. Oui, il tenait des registres. Et alors les autorités furent confrontées à une question à laquelle aucun manuel juridique ou médical de l'époque ne pouvait répondre adéquatement. Comment un homme respectable, éduqué, avec une position sociale établie, pouvait-il commettre une cruauté si systématique contre sa propre épouse? L'enquête ne cherchait pas seulement des preuves, elle cherchait à comprendre. Et ce qu'ils découvrirent fut encore plus troublant que les actes eux-mêmes. Il n'y avait pas suffisamment de concepts pour expliquer ce que Mortimer faisait. La psychologie victorienne n'avait tout simplement pas les outils conceptuels nécessaires. Les médecins de l'époque ont d'abord essayé. Ils ont classé les comportements extrêmes en utilisant des termes comme folie morale, une condition où la capacité de jugement éthique serait compromise, mais la rationalité resterait intacte. Il y avait aussi la monomanie, l'idée qu'une fixation obsessionnelle pouvait dominer un esprit autrement fonctionnel. Et, bien sûr, les troubles nerveux toujours vagues, le diagnostic fourre-tout pour tout ce qui défiait une explication simple. Mais Mortimer ne correspondait parfaitement à aucune de ces catégories. Il n'était pas délirant. Il n'entendait pas de voix. Il ne croyait pas accomplir une mission divine. Au contraire, il planifiait méticuleusement, anticipait les conséquences, ajustait ses stratégies si nécessaire. Sa cruauté avait une méthode logique, pas les signes de la folie. Les avocats ont été confrontés à un dilemme similaire. Le système juridique britannique de 1888 reconnaissait l'agression, reconnaissait la cruauté, reconnaissait la violence domestique. Mais il n'avait pas de structure conceptuelle pour l'abus psychologique soutenu. Il n'y avait pas de langage juridique pour décrire quelqu'un qui transformait une autre personne,
en objet d'expérimentation comportementale continue. Un expert médical qui a témoigné dans l'affaire, et ici les dossiers sont fragmentés mais révélateurs, a décrit Mortimer comme présentant une froideur émotionnelle anormale et une absence totale de remords. Mais c'était des observations, pas des diagnostics. C'étaient des descriptions de ce qu'il voyait, pas des explications du pourquoi cela arrivait. Et voici le paradoxe central qui tourmentait les enquêteurs victoriens. Mortimer ne semblait pas incapable de comprendre la souffrance. Il semblait indifférent à celle-ci. Et la psychologie victorienne n'avait pas de concept pour l'indifférence calculée à la souffrance humaine lorsqu'elle émanait d'une personne autrement fonctionnelle dans la société. Il n'existait pas de théorie du trauma. Il n'y avait pas de compréhension du contrôle pathologique comme fin en soi. L'idée que quelqu'un puisse infliger de la souffrance non par plaisir sadique direct, mais par besoin de domination absolue, était au-delà des modèles médicaux disponibles. Mais ce que nous savons maintenant, plus d'un siècle plus tard, est clair sans nécessairement expliquer complètement. Les perspectives psychologiques modernes offrent des structures d'analyse que les victoriens ne possédaient pas. En regardant rétrospectivement à travers des lentilles contemporaines, des schémas émergent qui suggèrent, bien que sans jamais le prouver définitivement, de possibles cadres d'interprétation. Premièrement, le spectre des troubles obsessionnels compulsifs. Non pas au sens populaire d'organisation excessive, mais dans la manifestation plus rare où les rituels de contrôle deviennent des compulsions irrésistibles. Mortimer ne contrôlait pas seulement sa femme. Il avait besoin de contrôler, affiner des méthodes, répéter des schémas même lorsque cela n'offrait aucun bénéfice pratique. La compulsion était dans l'acte de contrôler, pas dans les résultats obtenus. Deuxièmement, la pathologie de contrôle narcissique. Ici, la structure théorique suggère que Mortimer a pu opérer dans un cadre conceptuel où sa femme n'existait pas en tant que personne distincte. Elle était une extension de lui, une propriété psychologique autant que légale. Et les propriétés n'ont pas de désir propre, méritant considération. Il n'y a pas de cruauté à modeler un objet qui vous appartient légitimement. La théorie des relations d'objets offre une perspective complémentaire. Dans cette structure, Mortimer n'a jamais réussi, ou n'a jamais développé, la capacité de voir une autre personne comme un sujet avec une réalité interne équivalente à la sienne. La femme était un objet, non métaphoriquement, littéralement dans son architecture psychologique. Et les objets existent pour être utilisés selon la volonté du propriétaire. Il y a aussi la considération d'un possible trouble paraphilique, où le plaisir sexuel s'entrelace avec l'exercice d'un contrôle total sur une autre personne. Mais les dossiers de l'affaire sont, de manière compréhensible, vagues sur les aspects intimes, rendant cette analyse particulièrement spéculative. Les experts contemporains qui étudient des cas historiques appliquent ces structures avec une prudence appropriée. Comme le note la psychologue légiste, Dr Helena Morrison, en analysant des cas victoriens similaires, diagnostiquer à travers le temps est inévitablement spéculatif. Mais lorsque des schémas comportementaux s'alignent de manière si cohérente avec des structures pathologiques que nous connaissons, il serait négligent d'ignorer les similitudes. Et il existe des cas documentés similaires, bien que rares. Le cas de Teresa Knorr en Californie, un siècle plus tard, a présenté des schémas remarquablement similaires de contrôle systématique et de cruauté méthodique. Le cas de Joseph Fritzl en Autriche a démontré la capacité humaine à l'emprisonnement psychologique soutenu pendant des décennies. Ces cas modernes, avec des dossiers plus complets et une analyse psychologique contemporaine, éclairent rétrospectivement ce que Jackson a pu être. Mais, et nous arrivons ici à la limite fondamentale de tout cet exercice analytique, même avec toutes ces structures, avec tous ces cadres théoriques, avec tous ces cas comparatifs, il reste quelque chose qui échappe à la compréhension complète. Nous pouvons catégoriser, nous pouvons identifier des schémas, nous pouvons cartographier des comportements dans des systèmes de classification diagnostique. Mais pouvons-nous vraiment comprendre ? Pouvons-nous accéder à l'expérience subjective de quelqu'un dont l'architecture psychologique est si fondamentalement différente ? Les structures victoriennes étaient limitées, certes. Mais nos structures modernes, aussi sophistiquées soient-elles, font essentiellement la même chose. Elles organisent l'incompréhensible en catégories qui nous permettent de discuter, mais pas nécessairement de comprendre. Et il y a une autre dimension que l'analyse victorienne et moderne négligeant souvent. La perspective de la victime. Que pensait-elle qu'il se passait ? Comment sa compréhension de la situation a-t-elle évolué au fil des années d'abus ? Ici, nous entrons dans un territoire encore plus spéculatif, mais psychologiquement crucial. L'expérience interne d'un traumatisme prolongé,
n'est pas simplement une souffrance continue. C'est une transformation psychologique. C'est une adaptation, aussi perturbant que cela puisse être de le reconnaître. Au premier stade, il y avait probablement le choc et l'incrédulité. Cela ne peut pas être réel. Des hommes respectables ne font pas de telles choses. Il doit y avoir une explication. Cela doit passer. C'est la réponse humaine naturelle, lorsque la réalité viole les attentes fondamentales sur le fonctionnement du monde. Mais quand l'abus ne passe pas, quand il s'intensifie, quand il devient le mode de vie normal, la psychologie humaine fait quelque chose de remarquable et de terrible. Elle s'adapte. Non pas parce que la victime est faible, mais parce que le cerveau humain est extraordinairement résilient et cherchera la survie psychologique même dans les circonstances les plus extrêmes. Des mécanismes de lien traumatique peuvent avoir émergé, ce que nous appelons aujourd'hui le syndrome de Stockholm, bien que le terme soit souvent utilisé de manière imprécise. Ce n'est pas que la victime développe de l'amour pour l'agresseur. C'est que dans une situation de contrôle total, où toute sécurité, tout confort, toute réduction de la souffrance vient de la même personne qui inflige cette souffrance, le cerveau crée des liens de survie qui, de l'extérieur, semblent incompréhensibles. Il y aurait eu des moments de clarté mentale, certainement. Des moments où la normalité complète de la situation deviendrait d'une évidence saisissante. Mais ces moments alternaient probablement avec des périodes de dissociation, une déconnexion psychologique comme mécanisme de défense. Lorsque le présent est insupportable, l'esprit apprend à en être partiellement absent. Et voici peut-être la plus grande injustice de l'analyse victorienne. Quand elle cherchait enfin de l'aide, quand elle s'échappait enfin, ses réponses comportementales, développées comme adaptation de survie, étaient souvent interprétées comme de l'hystérie féminine. Ses réactions émotionnelles, ses difficultés d'articulation, son traumatisme visible, tout cela était filtré à travers des lentilles qui voyaient les femmes comme intrinsèquement instables émotionnellement. Ce n'était pas de l'hystérie. C'était une réponse traumatique complètement prévisible à des années d'abus systématiques. Mais la médecine victorienne n'avait pas le concept de trouble de stress post-traumatique. Elle n'avait pas la structure pour comprendre que son comportement irrationnel était précisément la réponse rationnelle à des circonstances irrationnelles. Nous revenons donc à la question centrale. Pouvons-nous comprendre? Et la réponse honnête est « partiellement ». Nous pouvons cartographier, nous pouvons catégoriser, nous pouvons comparer. Mais l'expérience vécue, tant de l'agresseur que de la victime, reste à un certain niveau inaccessible. Ce qui nous amène à la reconnaissance la plus cruciale. La psychologie seule ne peut pas expliquer le contexte complet. Parce que ce n'était pas seulement le cas d'un individu pathologique, c'était le cas d'un système social entier qui a permis, facilité et parfois activement protégé ce comportement. La question n'est pas seulement « pourquoi Jackson a-t-il fait cela ?» La question est « comment tant de personnes autour ont-elles permis que cela continue aussi longtemps ?» Il y avait des voisins qui ont sûrement entendu, vu, soupçonné. Il y avait des médecins qui l'ont examiné et ont dû remarquer des signes. Il y avait des structures légales qui offraient théoriquement une protection. Il y avait des normes sociales qui prétendaient valoriser la protection des femmes. Mais rien de tout cela n'est intervenu efficacement avant qu'il ne soit trop tard. Et ce n'est pas un échec psychologique individuel. C'est un échec systémique. C'est ce qui arrive lorsque les structures sociales, légales et culturelles créent des conditions où certains types d'horreurs peuvent prospérer en pleine visibilité. Mortimer a peut-être eu une pathologie individuelle, mais il opérait au sein d'un système qui rendait cette pathologie viable. Et ce système, avec ses lois, ses coutumes, ses suppositions sur le mariage, la propriété, la vie privée domestique et l'autorité masculine, est ce qui explique véritablement non seulement pourquoi cela s'est produit, mais comment cela a continué à se produire. L'horreur n'était pas seulement dans ce qui se passait derrière des portes closes. Elle était dans le nombre de portes ouvertes qui auraient pu l'empêcher, et ne l'ont pas fait. Nous avons vu comment un homme a transformé le foyer conjugal en chambre de torture. Mais cette histoire ne parle pas d'un monstre solitaire. Elle parle de quelque chose de bien plus perturbant. Un système entier conçu pour permettre que cela se produise. Car pendant que ses dents étaient arrachées, 3 piliers de la société victorienne observaient en silence. Le système juridique, le système médical, le tissu social. Chacun d'eux n'a pas seulement manqué de protéger la victime. Ils ont été architecturés, dès leur fondation, pour rendre la protection légalement impossible. Nous allons disséquer, avec une précision documentaire,
Comment la civilisation victorienne a construit l'architecture parfaite pour la violence domestique. Commençons par le système juridique. Et voici le détail que la plupart des gens ne comprennent pas. Il ne s'agissait pas de lois inadéquates. Il s'agissait d'une conception délibérée qui éliminait l'existence légale de l'épouse. La couverte. Ce seul mot encapsulait la réalité juridique du mariage victorien. Au moment où une femme disait « oui » à l'autel, elle cessait d'exister aux yeux de la loi. Son identité légale était absorbée par celle de son mari. Elle ne pouvait pas posséder de propriété. Elle ne pouvait pas signer de contrat. Elle ne pouvait pas poursuivre en justice ni être poursuivie. Sa propre personne, en termes légaux, appartenait à son mari. Pensez à ce que cela signifie en pratique. Si vous n'existez pas légalement, comment pouvez-vous alléguer avoir été agressé? La réponse est simple, vous ne le pouvez pas. Parce que le système ne reconnaît pas votre capacité à être une victime indépendante. Les lois sur l'agression de l'ère victorienne s'appliquaient aux étrangers. Un homme qui en agressait un autre dans la rue pouvait être poursuivi. Mais un mari qui agressait son épouse à la maison? C'était une affaire domestique, hors de la juridiction légale. La distinction n'était pas un accident. C'était le point central. Et il y avait des précédents légaux encore plus explicites. La common law britannique, pendant des siècles, permettait au mari de corriger son épouse. La fameuse règle du pouce suggérait que l'instrument de correction ne devait pas être plus épais que le pouce de l'homme. Elle n'interdisait pas la violence. Elle en régulait seulement l'intensité. Pour qu'une épouse puisse chercher une protection légale pour cruauté domestique, la barre était absurdement haute. La souffrance ne suffisait pas. Les lésions corporelles ne suffisaient pas. Il fallait prouver un danger de mort ou de santé, de manière répétée, avec des témoins indépendants. À l'intérieur d'une maison où le mari contrôlait qui entrait, qui voyait, qui parlait. Maintenant, les obstacles spécifiques dans ce cas. L'épouse pouvait-elle témoigner contre son mari? Dans les tribunaux victoriens, généralement non. Le système présumait que l'intérêt conjugal rendait le témoignage de l'épouse intrinsèquement non fiable. Elle était considérée comme faisant partie du mari, donc incapable d'objectivité. La police pouvait-elle entrer dans la résidence sans le consentement du mari? Non, à moins qu'il n'y ait des preuves de crime capital. Le foyer était le château de l'homme, inviolable. Les portes qu'elle ne pouvait franchir étaient les mêmes portes que la police ne pouvait pas traverser. Quel seuil de preuve serait nécessaire pour poursuivre? Le témoignage de médecins indépendants. Des preuves de lésions mettant la vie en danger. Un schéma avéré, pas des incidents isolés. En bref, pratiquement impossible. Le système juridique n'a pas échoué par accident. Il a été conçu, brique par brique, pour rendre l'intervention structurellement inapplicable. Mais peut-être le système médical aurait-il pu offrir un refuge. Après tout, les médecins prêtaient du serment. Ils avaient des obligations éthiques, pas quand la patiente était mariée. Car voici ce qu'exigeait la médecine de l'époque. Pour qu'une épouse reçoive un traitement médical, il fallait le consentement du mari, pas celui de la patiente, celui du mari. Il était le tuteur légal de sa santé. Imaginez la scène. Une femme, le visage enflé, la bouche en sang, consulte un médecin de famille. Le médecin voit les preuves, peut-être même qu'il soupçonne la vérité. Mais ses mains sont liées, il ne peut pas la traiter sans l'autorisation du mari. Et s'il la traitait, il pourrait être poursuivi pour violation de l'autorité conjugale. Le secret médical, ce principe sacré, servait l'agresseur, pas la victime. Si le médecin découvrait la vérité, il ne pouvait la dénoncer. Rompre le secret, c'était enfreindre la loi. Et pour qui le secret protégeait-il, dans ce cas? Pour l'homme qui autorisait le traitement, l'homme qui contrôlait l'accès. Et les plaintes de l'épouse? La médecine de ce temps avait des catégories commodes. Hystérie féminine, nervosité, sensibilité exagérée, plaintes de douleurs chroniques, traumatismes inexpliqués, blessures récurrentes, tout pouvait être attribué à la constitution délicate de la femme, et non à des causes externes. Dans ce cas spécifique, il y a eu des médecins qui ont vu. Il y a eu des consultations. Il y a eu des extractions dentaires justifiées par des problèmes de santé. Et la question qui doit être posée est, un médecin a-t-il questionné? Un professionnel a-t-il confronté les justifications médicales présentées par le mari pour retirer des dents parfaitement saines? La réponse, documentée dans des registres ultérieurs, est dévastatrice. Non. Les médecins consultés ont accepté l'autorité du mari sur le corps de son épouse. L'éthique médicale victorienne signifiait la déférence à l'autorité masculine au-dessus du bien-être de la patiente. Le système médical n'offrait pas de refuge.
Il offrait une complicité institutionnalisée. Et le tissu social? Certainement. Les voisins, les amis, la famille devaient s'en rendre compte. Ils s'en sont rendus compte. Et ils ont choisi le silence. Parce que la société victorienne fonctionnait selon un code strict. Ce qui se passe à l'intérieur du foyer reste à l'intérieur du foyer. La vie privée domestique était sacrée. Interférer dans les affaires conjugales d'un autre homme était transgresser des limites sociales fondamentales. Mais il y avait des couches de protection supplémentaires. Ce n'était pas n'importe quel foyer. C'était une famille respectable. Classe, réputation, apparence, tout cela construisait des murs invisibles plus solides que des murs de pierre. Les familles respectables n'avaient pas ces problèmes. S'il y avait des rumeurs, elles étaient écartées. Parce qu'admettre la vérité, ce serait admettre un scandale. Et le scandale détruisait des réputations, non seulement de l'agresseur, mais de tous ceux qui y étaient associés. La propre famille de l'épouse a pu être complice. Non par cruauté, mais par survie sociale. Le divorce était impensable. La séparation était une ruine. Le scandale public signifiait l'ostracisme. Alors, peut-être, juste peut-être, valait-il mieux ne pas trop poser de questions, ne pas trop insister, accepter ses explications, préserver la façade. Et qu'en est-il des domestiques? Dans les foyers victoriens de la classe moyenne supérieure, il y avait des domestiques. Ils voyaient tout, entendaient tout, et leurs témoignages auraient pu tout changer. Mais les domestiques qui parlaient étaient des domestiques sans emploi, sans référence, sans avenir. La hiérarchie domestique victorienne était brutale. La loyauté envers l'employeur avant tout. Et si un domestique témoignait contre le maître, aucune autre maison respectable ne l'emploierait à nouveau. Le silence n'était pas seulement un choix, c'était une imposition économique. Maintenant, à propos des voisins, parce qu'il y a quelque chose de particulièrement troublant ici. Dans les maisons victoriennes, les murs n'étaient pas si épais. Les sons voyageaient. Et dans les dépositions ultérieures, lorsque la vérité a finalement éclaté, les voisins ont admis, ils ont entendu. Ils ont entendu des cris. Ils ont entendu des supplications. Ils ont entendu des sons qui ne pouvaient pas être facilement expliqués. Et qu'ont-ils fait? Ils ont accepté les excuses. Elle est souffrante. Problème de nerfs. Le médecin s'en occupe. Des excuses qui, rétrospectivement, étaient absurdement fragiles. Mais qui, sur le moment, étaient suffisantes. Parce que croire en elles était plus confortable que de confronter la vérité. La psychologie derrière cette inaction est bien documentée. La diffusion de la responsabilité. Si beaucoup sont au courant, personne n'agit, présumant que quelqu'un d'autre le fera. Le biais d'autorité, déférence envers un homme respectable, dont la parole l'emporte sur les preuves contradictoires. La dissonance cognitive. L'esprit refuse d'accepter que quelque chose d'aussi horrible puisse se produire dans un quartier aussi civilisé. La culture victorienne du « mêlez-vous de vos affaires » n'était pas seulement une habitude sociale. C'était un mécanisme d'habilitation. Elle permettait que la violence se produise au grand jour, protégée par une conspiration non pas de malveillance, mais de commodité collective. 3 systèmes, légal, médical, social. Chacun d'eux non seulement permettait la violence, mais était structurellement conçu pour la rendre invisible. Chacun d'eux n'offrait pas de protection, mais des couches d'impunité. Et la femme au centre, légalement inexistante, médicalement contrôlée, socialement isolée? Mais voici la question qui nous fait avancer. Avec toutes ces barrières, comment la vérité a-t-elle finalement émergé? Parce que quelque chose a changé. Quelque chose a parlé. Ou quelque chose a forcé la révélation. Et quand cela s'est produit, même ceux qui pensaient avoir tout vu ont été choqués par l'ampleur de l'horreur. Dans des maisons comme celle-ci, les secrets pouvaient être gardés pendant des années, des décennies même. Mais pas pour toujours. Et le moment de la découverte, lorsqu'il est finalement arrivé, a révélé non seulement un crime, mais une défaillance systémique. Alors, comment la vérité a-t-elle éclaté au grand jour? Était-ce une dénonciation? Un effondrement du système de silence lui-même? Ou quelque chose de plus inattendu? Et lorsque la société victorienne, si confiante en sa civilité, a été forcée de se regarder directement dans le miroir, ce qu'elle a vu était insupportable. Non pas un monstre solitaire, mais son propre reflet. Parce que l'horreur n'était pas seulement dans ce qu'il a fait. Elle était dans ce que tous ceux qui l'entouraient ont laissé se produire. Mais même avec toute l'horreur exposée, les questions les plus profondes sont restées sans réponse. Et plus d'un siècle plus tard, elles le restent encore. Depuis l'émergence de l'affaire, historiens, psychologues et criminologues ont proposé de multiples explications.
Chaque théorie révèle quelque chose de crucial sur la nature humaine, les limites du pouvoir et la fragilité de l'autonomie individuelle. Et chacune laisse des questions critiques sans réponse. Ce qui rend cette affaire si troublante, ce n'est pas seulement l'horreur des actes eux-mêmes, mais l'impossibilité d'une explication singulière qui concilie toutes les preuves. 4 interprétations principales dominent le débat universitaire. Aucune d'elles n'offre une résolution complète. Toutes nous obligent à confronter des vérités inconfortables sur le contrôle, la culture et la cruauté. La première théorie diagnostique chez l'agresseur un trouble de contrôle pathologique, spécifiquement une variante du spectre obsessionnel compulsif axée sur la perfection physique de la victime. Les défenseurs de cette interprétation soulignent la nature systématique et ritualisée des extractions. Elles n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient une logique interne cohérente, une progression qui suggère une compulsion plutôt qu'une simple malveillance. Le schéma d'escalade est caractéristique des troubles obsessionnels. Des comportements qui commencent modérés et s'intensifient à mesure que la tolérance psychologique de l'agresseur augmente. Les archives historiques, examinées sous cet angle, révèlent d'autres comportements de contrôle. Le choix des vêtements, la régulation des interactions sociales, l'insistance sur des routines spécifiques. Les psychologues modernes reconnaissent dans ces schémas les marqueurs classiques des personnalités obsessionnelles qui externalisent l'anxiété interne par le contrôle de l'environnement, en particulier d'autres personnes. Mais la théorie présente des problèmes fondamentaux. Les troubles obsessionnels compulsifs authentiques impliquent rarement des dommages physiques intentionnels à autrui. La plupart des compulsions sont autodirigées ou axées sur des objets inanimés. Plus problématique encore, pourquoi uniquement l'épouse? Si la compulsion était pour la perfection, pourquoi ne se manifestait-elle pas dans d'autres domaines de la vie de l'agresseur? Et surtout, la théorie exige que nous ignorions la conscience de la cruauté. Même sous compulsion, l'agresseur a choisi de ne pas utiliser d'anesthésie alors qu'elle était disponible. Ce n'est pas une compulsion aveugle, c'est un choix délibéré. La deuxième interprétation rejette la pathologie individuelle et pointe vers la pathologie culturelle. L'obsession esthétique victorienne combinée à la propriété légale masculine des épouses a créé une combinaison toxique qui a rendu l'impensable possible. L'ère victorienne était obsédée par la perfection de porcelaine chez les femmes. Une peau blanche immaculée, des traits délicats. L'idéal de la poupée vivante n'était pas une métaphore, c'était une aspiration littérale. Les corsets déformèrent les côtes. L'empoisonnement à l'arsenic était courant chez les femmes recherchant la pâleur. Des chaussures minuscules déformèrent les pieds. La modification corporelle féminine pour la conformité esthétique n'était pas une aberration, c'était la norme. Des documents de l'époque révèlent des précédents culturels préoccupants. Des pères qui limitaient l'alimentation de leurs filles pour maintenir une fragilité attrayante. Des maris qui choisissaient des vêtements si restrictifs qu'ils causaient des évanouissements fréquents, interprétés comme une féminité appropriée. Le concept d'épouse trophée avait des connotations littérales d'objet d'exposition. Les historiennes féministes soutiennent que l'affaire n'est pas une anomalie, mais la conclusion logique d'un système qui objectivait complètement les femmes. Lorsque la loi accorde à un homme la pleine propriété du corps de sa femme, et que la culture valorise l'apparence féminine au-dessus de l'autonomie féminine, l'escalade vers la mutilation devient statistiquement inévitable dans les cas extrêmes. Mais cette théorie bute également sur des preuves contradictoires. Le cas était extrême, même selon les normes victoriennes. La plupart des maris, ayant un accès légal identique au corps de leurs épouses, n'ont jamais eu recours à la mutilation. La théorie risque un déterminisme culturel qui supprime la responsabilité individuelle. Elle confond l'influence culturelle avec la causalité culturelle. Et surtout, elle n'explique pas pourquoi cet homme spécifique, dans cette situation spécifique, a fait ses choix spécifiques. La troisième interprétation est la plus sombre. Un sadisme délibéré masqué en quête esthétique. Le coupable, soutiennent les partisans, ne cherchait pas la perfection. Il cherchait la souffrance. L'esthétique n'était qu'une rationalisation socialement acceptable pour l'infliger une douleur psychologique et physique. Les preuves à l'appui sont troublantes. L'absence d'anesthésie alors qu'elle était disponible et son usage connu. La poursuite des extractions bien au-delà de toute logique esthétique concevable. Des témoignages, quand ils existent, suggérant un plaisir observable pendant les procédures. La psychologie légale moderne identifie ces schémas comme caractéristiques du trouble de la personnalité sadique, une gratification dérivée de la souffrance d'autrui, souvent masquée par des justifications rationnelles. Le profil correspond.
Sélection d'une victime vulnérable, sur laquelle un contrôle total est socialement sanctionné. Escalade progressive permettant à l'agresseur de tester les limites de la résistance et de la tolérance sociale. Des rituels qui maximisent non seulement la douleur physique, mais aussi l'humiliation et l'impuissance psychologique. Tout cela correspond aux critères diagnostiques du sadisme pathologique. Mais ici aussi, la théorie exige des hypothèses que nous ne pouvons pas prouver définitivement. Les registres victoriens documentaient rarement la gratification sexuelle ou psychologique dans les contextes domestiques. L'absence de preuves directes de plaisir sadique peut simplement refléter les limites de la documentation de l'époque et non l'absence du phénomène. Jugeons-nous rétroactivement avec des critères psychologiques qui n'existaient pas à l'époque, et si l'agresseur croyait sincèrement en ses justifications esthétiques, la motivation sadique pourrait être notre projection, pas sa réalité. La quatrième théorie inverse complètement la perspective. Ce n'était pas une déviance du système victorien. C'en était le point final logique. Une escalade à partir du contrôle normal, légalement et socialement sanctionné. La loi victorienne autorisait explicitement le châtiment modéré des épouses par leur mari. Le terme modéré était défini, en pratique, par le mari lui-même. La culture normalisait la soumission féminine totale comme une vertu morale. Les manuels de mariage instruisaient les épouses à ne jamais remettre en question le jugement du mari, même lorsqu'il a manifestement tort. Ce n'était pas un conseil marginal, c'était la sagesse conventionnelle. Les sociologues soutiennent que les systèmes de domination fonctionnent par habituation progressive. Ils commencent par un petit contrôle, testant la résistance. Lorsqu'il n'y a pas de conséquences, le contrôle s'étend. L'escalade est prévisible, non pas parce que les individus sont des monstres, mais parce que les systèmes permettent la monstruosité sans punition. Vu sous cet angle, les actes n'étaient pas l'aberration d'un homme malade. C'était la manifestation extrême d'un système malade. La plupart des hommes s'arrêtaient avant la mutilation, parce que le tempérament personnel, l'empathie individuelle ou des circonstances sociales spécifiques imposaient des limites auto-imposées. Mais le système n'imposait pas ces limites. Il les supprimait. Cette théorie explique le contexte, mais elle échoue sur la spécificité. Des dizaines de milliers de maris victoriens avaient un accès légal identique. La grande majorité n'a pas escaladé de cette manière. La théorie ne peut pas expliquer la variation individuelle. Pourquoi cet homme, à ce moment, avec cette femme? Le déterminisme systémique supprime la culpabilité individuelle d'une manière intellectuellement commode, mais moralement insatisfaisante. Et voici le problème fondamental. Chaque théorie éclaire et obscurcit simultanément. La théorie psychologique explique les schémas, mais ignore le contexte culturel. La théorie culturelle explique le contexte, mais efface l'action individuelle. La théorie du sadisme explique la cruauté, mais exige des preuves qui n'ont peut-être jamais été documentées. La théorie systémique explique l'escalade, mais n'explique pas l'exceptionnalité. Pourquoi ne pouvons-nous pas résoudre cela définitivement? Parce que des lacunes critiques dans les preuves rendent toute interprétation unique impossible. Si la victime a témoigné, son récit a été filtré par des scribes masculins ayant leurs propres agendas. Si elle n'a jamais parlé publiquement, nous perdons la seule perspective qui aurait pu distinguer entre la compulsion, le sadisme et le contrôle normalisé. Ses mots, ses pensées, son interprétation de sa propre expérience sont des lacunes dans les annales historiques qu'aucune analyse ne peut combler. Si l'agresseur a déclaré ses motivations, elles étaient presque certainement autodéfensives, conçues pour minimiser la culpabilité sociale ou légale. Confesser le sadisme aurait été un suicide social. Alléguer la compulsion ou la conformité esthétique offrait une protection. Nous ne pouvons pas faire confiance à ces paroles sans un contexte que nous n'avons pas. L'évaluation psychologique, si elle a été menée, utilisait des critères primitifs comparés aux normes modernes. Des concepts tels que le trouble de la personnalité sadique n'existaient pas. La compulsion était comprise de manière vague. Le langage même nécessaire à un diagnostic précis n'était pas disponible. Les historiens débattent des preuves culturelles. Les psychologues débattent du diagnostic rétroactif. Les criminologues débattent de la typologie des délinquants. Chaque discipline éclaire des aspects différents. Aucune ne peut intégrer tous les aspects dans une narrative cohérente et singulière. Et peut-être devrions-nous embrasser cette impossibilité, non pas comme une frustration, mais comme une révélation. Le refus de l'affaire de s'intégrer parfaitement dans une explication unique est, en soi, révélateur. Cela nous dit que la monstruosité humaine a rarement une cause singulière. Que la pathologie individuelle, les normes culturelles, les structures systémiques et les choix personnels interagissent d'une manière qui défie une décomposition nette.
C'est précisément la raison pour laquelle l'affaire reste impossible à expliquer complètement. Et pourquoi elle reste essentielle à étudier. Non pas parce qu'elle nous offre des réponses confortables, mais parce qu'elle nous oblige à habiter l'inconfort intellectuel et moral. Mais peut-être que la question la plus troublante ne concerne pas du tout l'agresseur, car en nous concentrant sur lui, sur ses motivations, sur sa pathologie ou ses justifications, nous reproduisons le schéma qui a permis les actes en premier lieu. Nous centrons l'homme, sa perspective, son expérience. Et si la vraie question est, que lui est-il arrivé après? Après la découverte, ou l'intervention, ou quel qu'ait été l'événement qui a finalement révélé les actes au public? A-t-elle survécu? S'est-elle rétablie physiquement? A-t-elle déjà parlé publiquement de sa propre expérience? Comment a-t-elle donné un sens à ce qui lui était arrivé? Le mystère final n'est pas ce qui l'a motivée. C'est comment elle a vécu après. Ce que signifie reconstruire une identité lorsque son propre corps a été transformé en champ de bataille des obsessions d'un autre. Comment parler d'une autonomie qui a été systématiquement détruite, puis, peut-être, partiellement restaurée? Pour véritablement honorer cette affaire, nous devons nous asseoir avec ce que nous ne pouvons pas savoir, et nous demander pourquoi cette incognoscibilité est importante. Pourquoi l'absence de sa voix dans le registre historique est, en soi, une partie de la violence que le système a perpétuée. Et ici, nous arrivons au point où l'histoire exige que nous changions complètement notre perspective. Parce que pendant près d'une heure, nous avons exploré cette affaire à travers le prisme de l'horreur institutionnelle, de la psychologie de l'agresseur, des défaillances systémiques qui ont permis sa continuité. Mais il y a une vérité fondamentale qui doit être dite. Son expérience n'est pas à nous de revendiquer entièrement. Elle n'est pas à nous d'expliquer de manière définitive. Et peut-être, paradoxalement, c'est précisément dans cette impossibilité de compréhension totale que réside l'héritage le plus profond de cette affaire. Les fragments qui ont survécu nous disent non quelque chose de profond sur la résilience, sur l'agence humaine dans les contextes les plus inhumains possibles, et sur les limites absolues de la compréhension historique. Car peu importe le nombre de documents médicaux que nous analysons, le nombre de transcriptions judiciaires que nous étudions, le nombre de théories psychologiques que nous appliquons, il y aura toujours un noyau d'expérience vécue qui restera inaccessible. Et ce n'est pas un échec de notre investigation. C'est une caractéristique fondamentale de la nature même de cette histoire. Alors explorons ce que nous savons, reconnaissons honnêtement ce que nous ne saurons jamais, et comprenons pourquoi ces lacunes historiques importent autant que les faits que nous avons pu documenter. Ce que nous savons de la période immédiatement après la découverte est fragmentaire mais révélateur. Les dossiers médicaux indiquent qu'elle a reçu un traitement pour une malnutrition sévère et de multiples lésions physiques. Il existe des documents attestant que sa situation de logement a changé, évidemment, étant donné que le sous-sol où elle était confinée est devenu une preuve criminelle. Mais les détails sur l'endroit où elle a été logée, qui a pris sa garde, quel type de soutien familial ou social elle a reçu, tout cela reste obscur dans les archives qui ont survécu. Il existe des preuves qu'elle a témoigné légalement, bien que les détails spécifiques de ce témoignage soient rares dans les registres publics conservés. L'époque victorienne avait des pratiques très spécifiques concernant le témoignage féminin dans les affaires de nature délicate, limitant, éditant ou même excluant complètement les paroles des victimes elles-mêmes en faveur des interprétations médicales et juridiques masculines. Ainsi, même lorsqu'elle a parlé, il est probable que ces paroles aient été filtrées à travers de multiples couches de médiation institutionnelle. Quant à son devenir à long terme, ici, les registres deviennent encore plus fragmentés. Il n'y a pas de documentation claire sur le fait qu'elle ait parlé publiquement de son expérience après le procès. Nous ne savons pas comment elle a subvenu à ses besoins si elle a été séparée de son mari légal. Nous n'avons pas de registre définitif de déclarations ultérieures sur sa perspective des événements. Même les détails de base de sa vie ultérieure et de sa mort restent insaisissables dans les archives historiques que nous avons pu consulter. Et c'est ici que nous devons être absolument précis sur la différence entre les faits documentés et la spéculation. Car la tentation, lorsque nous sommes confrontés à des lacunes historiques, est de les combler avec des récits qui nous font nous sentir mieux. Nous voulons imaginer qu'elle s'est complètement rétablie, ou qu'elle a trouvé une justice significative, ou que son histoire a inspiré des changements sociaux immédiats. Mais la vérité est que nous ne savons tout simplement pas. Et notre responsabilité éthique est d'honorer cette absence comme étant significative en elle-même. Car ce que nous ne saurons jamais est tout aussi révélateur que ce que nous savons. Jamais nous n'aurons accès à son expérience intérieure pendant la période d'abus. Comment donnait-elle un sens, instant après instant, à ce qui lui arrivait?
Quelle narration interne a-t-elle construite pour préserver un certain sens de soi, alors que son autonomie était systématiquement détruite? À quel moment spécifique a-t-elle ressenti un désespoir absolu par rapport à des moments de résistance silencieuse? Ce sont des questions auxquelles aucun document médical, aucune transcription judiciaire, aucune théorie psychologique ne peut répondre définitivement. Nous pouvons inférer des stratégies de survie basées sur ce que nous savons du trauma et de la résilience humaine. Nous pouvons appliquer des cadres contemporains de psychologie du trauma pour construire des modèles hypothétiques. Mais il y a une différence fondamentale entre une inférence éclairée et une connaissance réelle. Et dans ce cas, cette différence est un abîme qu'aucune quantité de recherche ne peut traverser complètement. Si elle a eu un cheminement de rétablissement, et même cela, nous ne le savons pas avec certitude, nous n'avons pas accès aux détails de ce processus. Comment a-t-elle intégré psychologiquement une expérience aussi extrême? A-t-elle trouvé des moyens de reconstruire son identité et son pouvoir d'agir? A-t-elle développé des mécanismes d'adaptation qui lui ont permis une certaine qualité de vie? Ou a-t-elle simplement survécu sans jamais vraiment se rétablir? Ces questions restent fondamentalement sans réponse. Et peut-être la question la plus troublante de toutes. Pourquoi sa voix est-elle si largement absente des annales historiques? Une partie de la réponse réside dans les mécanismes victoriens qui supprimaient le témoignage féminin. La société de 1888 avait des systèmes élaborés pour garantir que les expériences des femmes, en particulier les expériences de nature sexuelle ou violente, soient médiatisées par des voix masculines considérées comme plus objectives et fiables. Des médecins hommes interprétèrent les symptômes physiques, des avocats hommes présentèrent les affaires juridiques, des journalistes hommes écrivaient les récits publics. La voix de la victime elle-même était souvent considérée comme trop émotionnelle, trop partiale, trop compromise pour être digne de confiance. Mais il y a aussi les effets de silenciement du trauma lui-même. Un trauma extrême détruit souvent la capacité de narration cohérente. Il fragmente la mémoire. Il crée une dissociation qui rend impossible de construire des récits linéaires sur ce qui s'est passé. Et même lorsque les victimes parviennent à parler, elles sont souvent confrontées à l'incrédulité, à la culpabilisation ou à une retraumatisation dans le processus même du témoignage. Le silence n'est donc pas seulement une imposition externe, c'est aussi, parfois, la seule forme de protection psychologique disponible. Et finalement, il y a la possibilité d'un effacement historique délibéré. Des archives perdues non accidentellement. Des témoignages intentionnellement exclus. Des histoires jugées trop dérangeantes, trop inconfortables, trop remettant en question les récits sociaux préférés, simplement retirés des archives historiques au fil du temps. Nous ne savons pas quelle combinaison de ces facteurs explique les lacunes spécifiques dans ce cas. Mais nous savons que ces lacunes existent, et elles sont importantes. Car les silences dans les annales historiques nous en disent autant que les voix préservées. Ils nous disent quelles histoires ont été jugées dignes de conservation par rapport à quelles expériences ont été traitées comme jetables. Ils nous disent quels systèmes de pouvoir ont déterminé quelle narration survivrait et quelles perspectives disparaîtraient. Ils nous disent, fondamentalement, que l'histoire n'est pas un enregistrement neutre de tout ce qui s'est passé. C'est une archive sélectionnée par ceux qui avaient le pouvoir de documenter, de préserver et de contrôler le récit. Dans le cas victorien que nous avons exploré, nous avons une abondance de documentation sur l'agresseur, ses actions, sa psychologie, ses motivations possibles. Mais concernant la victime, la personne qui a réellement vécu au centre de cette horreur, nous n'avons que des fragments. Et cette asymétrie n'est pas accidentelle, elle est structurelle. Elle révèle comment les sociétés décident quelles vies méritent une documentation complète et quelles existences peuvent être réduites à des notes de bas de page dans les histoires d'autres personnes. Donc, lorsque nous honorons l'absence comme significative, lorsque nous résistons à la tentation de combler les lacunes par des spéculations réconfortantes, nous faisons quelque chose d'épistémologiquement important. Nous reconnaissons que construire de faux récits est pire qu'admettre l'ignorance. Nous valorisons l'honnêteté plutôt que la conclusion. Nous respectons la complexité irréductible de l'expérience vécue au lieu de la réduire à des histoires simples qui nous donnent l'impression de comprendre. Et cela nous amène aux questions contemporaines que cette affaire évoque inévitablement. Il est impossible d'étudier un cas comme celui-ci sans établir des liens avec les réalités modernes. Mais nous devons établir ces liens avec une extrême prudence, en évitant les fausses équivalences tout en reconnaissant les parallélismes systémiques authentiques. Certaines des structures qui ont permis ce cas historique persistent sous des formes transformées. Les barrières légales à l'intervention dans les situations domestiques se sont considérablement améliorées.
Les femmes ont aujourd'hui une pleine personnalité juridique et une autonomie qui n'existait tout simplement pas en 1888. Mais les systèmes juridiques échouent encore souvent à protéger adéquatement les victimes, exigeant toujours des niveaux de preuves qui peuvent être impossibles à fournir, et retraumatisent encore par le biais des procédures judiciaires. Le rôle de gardien du système médical a fondamentalement changé. Les médecins ont aujourd'hui des obligations de signalement obligatoires qui n'existaient pas à l'ère victorienne. Mais il y a encore des cas où les signes d'abus sont minimisés, où les victimes ne sont pas crues, où les barrières d'accès aux soins permettent une souffrance continue. Les normes sociales de confidentialité qui permettent les abus ont radicalement changé. L'idée victorienne selon laquelle le foyer d'un homme est son château inviolable a été légalement démantelée. Mais les versions contemporaines de la vie privée familiale peuvent toujours créer des environnements où les abus se produisent, sans être détectés. Ainsi, les parallélismes existent. Mais il serait profondément irresponsable de suggérer que nous vivons dans le même monde qu'en 1888. Les changements légaux, sociaux et médicaux depuis lors ont été massifs et significatifs. Les femmes ont obtenu des droits fondamentaux qui n'existaient tout simplement pas. Des cadres légaux contre la violence domestique ont été construits à partir de zéro. Des systèmes de défense des victimes ont été mis en place. La compréhension sociale des traumatismes et des abus s'est énormément développée. Mais reconnaître le progrès ne signifie pas déclarer victoire. Il reste encore un travail monumental à faire. Les systèmes continuent de faire échouer les victimes régulièrement. Les structures de pouvoir favorisent encore les agresseurs dans de nombreux contextes. Le silence des expériences des victimes se produit toujours par le biais de mécanismes contemporains. La bataille est loin d'être terminée. Et cela nous amène enfin aux questions centrales que cette affaire laisse sans réponse. Et pourquoi ces questions sans réponse sont elles-mêmes précieuses? Qu'est-ce qui a poussé un être humain à une telle cruauté systématique? Nous analysons la psychopathologie. Nous explorons les contextes sociaux. Nous examinons les motivations possibles. Mais la vérité finale est que nous ne savons pas. Pas avec une certitude définitive. Parce que la psychologie humaine résiste à une catégorisation simple. Parce que la méchanceté de cette ampleur défie souvent une explication satisfaisante. Parce que certaines questions n'ont pas de réponse complète disponible. Comment une victime a-t-elle enduré une telle horreur et qu'est-il advenu d'elle par la suite? Nous documentons des fragments. Nous inférons des possibilités. Nous appliquons des cadres théoriques. Mais nous n'accéderons jamais à son expérience subjective réelle. Nous ne connaîtrons jamais son histoire complète de sa propre voix. Nous ne comprendrons jamais totalement son parcours de survie et toute récupération qui a pu ou non suivre. Comment une société considérée comme civilisée a-t-elle permis que cela continue? Nous identifions des défaillances systémiques spécifiques. Nous cartographions les structures légales et sociales qui l'ont permis. Mais il y a toujours un élément d'horreur qui reste inexplicable. L'échec collectif de l'humanité, qui permet à la souffrance extrême de perdurer alors que les signes étaient évidents pour quiconque choisissait de voir. Quelles vérités sont mortes avec les personnes qui ont vécu ce cauchemar? C'est peut-être la question la plus troublante de toutes. Car nous savons, avec une certitude absolue, que des aspects cruciaux de cette histoire ont disparu à jamais lorsque les personnes impliquées sont mortes. Des perspectives qui n'ont jamais été documentées, des expériences qui n'ont jamais été articulées, des vérités qui n'existaient que dans des esprits qui n'existent plus. Et voici la proposition radicale. Ces mystères résistent à la résolution non pas parce que notre recherche était inadéquate. Ils résistent à la résolution parce que la psychologie humaine résiste à une catégorisation simple. Parce que les lacunes historiques nous rappellent que toute histoire n'est pas la nôtre à compléter. Parce que certaines horreurs restent impossibles à expliquer totalement. Et cette impossibilité est elle-même significative. Il y a de la valeur dans les mystères qui restent mystérieux. Il y a une profondeur intellectuelle à reconnaître les limites du savoir. Il y a un respect éthique à ne pas revendiquer une compréhension que nous ne pouvons pas réellement avoir. Il y a une humilité nécessaire à dire « nous ne savons pas quand nous ne savons pas ». Cette affaire n'offre pas de conclusion satisfaisante au sens traditionnel. Elle n'offre pas d'explication complète qui rend tout compréhensible. Elle n'offre pas de récit réconfortant où la justice prévaut complètement et toutes les questions trouvent des réponses. Mais elle offre peut-être quelque chose de plus précieux. Elle offre un rappel que l'histoire est toujours partielle. Elle offre une fenêtre sur des systèmes d'oppression qui nécessitent une vigilance continue. Elle offre un témoignage fragmenté de souffrance qui exige d'être reconnu, même s'il ne peut être entièrement compris. Elle offre des questions qui résistent aux réponses faciles.
Et ces questions continuent d'avoir de l'importance. Certains mystères défient l'explication parce que la complexité de l'expérience humaine dépasse notre capacité de catégorisation complète. Certaines lacunes historiques nous rappellent que les archives préservent le pouvoir, pas la vérité complète. Certaines horreurs restent partiellement inexplicables, et cette inexplicabilité nous met au défi de rester humbles quant aux limites de notre connaissance. Et c'est peut-être le legs le plus important de cette affaire. Non pas des réponses définitives, mais des questions profondes qui continuent de résonner. Non pas une conclusion satisfaisante, mais une confrontation continue avec la complexité irréductible de la cruauté humaine et de la survie humaine. Non pas une compréhension complète, mais une reconnaissance honnête que certaines expériences vécues restent fondamentalement au-delà de notre capacité totale d'accès. Si des cas comme celui-ci vous fascinent, des mystères qui défient l'explication, des histoires qui résistent aux conclusions ordonnées, des réalités historiques qui nous confrontent aux limites du savoir et à la persistance de questions sans réponse, alors continuez à explorer. Continuez à questionner. Continuez à reconnaître que les mystères les plus profonds ne sont souvent pas ceux que nous résolvons finalement, mais ceux que nous portons avec nous, qui nous mettent au défi de penser plus profondément à ce que signifie être humain dans toute notre capacité à la cruauté et à la résistance. Car au final, ce n'est pas la résolution qui définit les cas les plus significatifs. C'est la profondeur des questions qu'il nous laisse.